sur le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le dirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Coucou et bonne année 2024. Pour bien commencer l'année, j'ai invité une amie spécialiste du budget, Christelle Maurer. Elle a créé The Money Journey en 2022 pour aider les particuliers à budgétiser leurs dépenses afin de vivre plus sereinement. C'est une mine d'infos et un entretien très riche avec Christelle et c'est pour ça qu'il sera en 2 parties. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir Christelle, son parcours inspirant ainsi que sa façon d'aborder et de lier le budget avec l'environnement en consommant mieux et de meilleure qualité. Bonjour Christelle, donc tu es spécialiste du budget. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans ton activité et te présenter s'il te plaît? Bonjour Delphine, merci de m'avoir invitée. Alors oui, je suis conseillère financière indépendante en Nouvelle-Zélande. En fait, je suis française d'origine, mais installée en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans. Et, euh, et en fait, j'ai une petite histoire perso derrière ce choix de carrière. C'est que euh, j'ai fait toute ma carrière en marketing dans des gros business. Et en fait, je travaillais, j'avais un bon salaire, mais je mettais rien de côté. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à avoir vraiment un conflit de valeurs et je me sentais plus du tout à l'aise dans ce que je faisais. Et j'ai voulu quitter mon boulot. Et pour pouvoir quitter mon boulot, en fait, j'ai commencé à faire un budget pour pouvoir me permettre de faire des économies et prendre un peu une année sabbatique pour faire autre chose. Et en fait, de commencer à faire un budget, du jour au lendemain, ça m'a permis de mettre 50% de mon salaire de côté, alors que jusque-là, c'était un petit peu au petit bonheur la chance si j'arrivais à mettre de côté ou pas. Et, euh, et la deuxième année où j'ai fait ça, j'ai même réussi à monter jusqu'à 60%. Et une des façons que j'ai utilisées pour faire ça, c'est que j'ai regardé sur quoi je dépensais et si c'était aligné avec mes priorités et mes valeurs. Et par exemple, il y avait quelque chose que je faisais pas mal à l'époque, c'était que j'étais maman célibataire et je sortais pas mal avec des copines. En fait, c'était un petit peu mon temps pour, euh, pour être un petit peu autre chose qu'une maman. Et en fait, quand je sortais avec des copines, déjà, il me fallait une babysitter, il me fallait prendre ma voiture, euh, garer ma voiture, et ensuite payer pour la nourriture, pour les boissons, enfin, et c'était quand même un gros bout de mon budget dont je me suis aperçue qu'il partait comme ça sans que j'ai vraiment décidé sur quoi le dépenser. Et en fait, ce que j'ai proposé à ma bande de copines à l'époque, je leur ai dit, est-ce que ça vous irait si pour se retrouver, au lieu d'aller dans un resto, on se faisait par exemple un pique-nique. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu de temps dehors, de profiter du soleil, d'avoir les enfants qui jouent, mais en même temps, on ne dépenserait pas autant d'argent. Et en fait, de là, j'ai des copines qui m'ont dit tout de suite, elles étaient plutôt contentes de la proposition. Et il y en a même une qui m'a dit, ah mais merci d'avoir proposé ça parce qu'en fait, il y a des fois où il fallait que je trouve une excuse parce que c'était juste trop cher pour mon budget et je pouvais pas me le permettre. Et donc, en fait, tout ça, ça m'a un peu donné l'idée de chercher une idée de business dans la finance personnelle. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vide autour des fondamentaux de la finance personnelle. L'industrie financière, je pense que c'est un peu la même chose en France, mais elle vend essentiellement des produits financiers, genre des prêts immobiliers, des assurances, des investissements, des choses comme ça, mais il y a très peu de conseils sur les bases de comment on gère son argent.
Et donc, c'est ça sur quoi je me suis focalisée. Comment faire un budget? Comment rembourser mes dettes? Comment mettre de l'argent de côté pour acheter une maison ou pour faire d'autres choses? Et voilà, donc c'est comme ça que je suis, devenue conseillère financière, en Nouvelle-Zélande. Et en fait, le côté acheter une maison pour moi est assez important parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un projet assez, important dans la vie financière de beaucoup de gens. Et la Nouvelle-Zélande est en fait un des pays où l'immobilier est le plus cher par rapport, aux revenus moyens. Et le prix d'une maison correspond à peu près à 7 ans de salaire d'un salaire moyen. Ah, c'est Donc énorme. c'est 900 000 dollars, ça correspond à peu près à 520 000 euros. Alors qu'en France, j'ai regardé la comparaison. En France, c'est à peu près 4,6 ans dans l'ancien et 3,8 dans le neuf. Donc c'est mine de rien beaucoup plus compliqué en Nouvelle-Zélande d'acheter sa maison. Et Oui. en plus, quand on achète, on emprunte sur 30 ans, mais on ne peut fixer le taux d'intérêt que sur 1, 2 ans ou peut-être 5 ans, mais généralement 1 ou 2 ans. Et donc, ça fait que tu achètes une maison avec un taux d'intérêt, mais ça bouge sans arrêt. Et donc, par exemple, enfin, ma maison à moi, il y a 3 ans, je payais 2,19% de taux d'intérêt. Et là, maintenant, c'est 7%. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment hyper important d'avoir un petit peu plus, d'offrir plus d'accompagnement autour de la finance personnelle, mais sur les fondamentaux en fait de la finance personnelle. Mais du coup, ouais, excuse-moi, je monte le son. Du coup, on se retrouve vite coincé, ou alors on peut pas acheter carrément en Ah Nouvelle-Zélande. oui, Euh, ouais, c'est ouais, pire qu'en France, là. c'est vraiment très très compliqué et il faut en fait, je, pendant plusieurs années, il faut faire des efforts de façon constante et avoir une bonne discipline sur une certaine durée, quoi, plusieurs années, avoir un budget qui te permette de mettre de l'argent de côté. Et donc ça arrive pas par chance. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de bien pensé, de bien réfléchi et le mettre en place au fur et à mesure. Est-ce que pour toi, est-ce que dans ton travail, tu as pu le voir, est-ce que le fait de préparer un budget, ça permet d'avoir un impact positif sur l'environnement? Est-ce que c'est Ouais. lié? Il y a un thème que j'aborde souvent avec mes clients, c'est comment consommer moins mais consommer mieux. Et ça, je pense que ça, ça va pas mal avec les problématiques environnementales. Après, je dirais qu'un budget, c'est selon les objectifs de chacun et selon ce que chacun essaie de. Ce qu'il a comme objectif, oui, en fonction de ses valeurs à lui, hein. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, oui, ça Euh, dépend des valeurs de chacun. Donc, si on n'est pas dans le thème environnement, on va pas forcément axer son budget dessus. Ok. Pas forcément. Ouais. Mais je trouve que bah, vivre de façon plus respectueuse pour la planète, en général, on se dit ah, si je vais commencer à manger bio ou je sais pas, enfin faire des changements pour être plus respectueux de l'environnement, souvent ça veut dire qu'on limite un peu ses choix et que les choix qui restent sont un peu plus chers aussi. Je sais pas, hein, par exemple, si je veux acheter des bonnes tomates, déjà, bah, il va falloir que j'attende que ça soit la saison. Je vais éliminer celles qui viennent de trop loin. Je vais privilégier le bio, éventuellement aller dans un magasin spécialisé, tout ça. Donc, en fait, ça veut dire que bah, pour acheter mes tomates, avant, j'avais peut-être 100 choix disponibles. Et puis là, bah, j'ai moins de choix disponibles. Et puis, souvent, c'est un peu plus cher. Je crois que j'ai regardé, le bio, c'est en moyenne 20 à 30% plus cher. Mm. Donc de là, on se dit, ouais, en fait, être plus respectueux pour la planète, c'est en fait, ça coûte cher. Ouais. Mais, mais ce que je pense, c'est que souvent, on s'arrête au prix, mais il y a pas mal d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer pour faire baisser la facture. Et certains sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au prix et pas, ne pas considérer que le prix pour l'impact sur son budget, en fait. D'accord. Et est-ce que tu as
des astuces? Est-ce que tu parles de certaines astuces à tes clients, justement pour que ça les aide aussi au niveau environnemental, mais sans que forcément ils aient une envie d'aller vers le côté environnemental, mais est-ce que tu as des petites astuces, quelque chose que tu leur proposes comme ça, Ouais, discrètement? ouais, je trouve que, enfin, de manière générale, quand on commence à gérer son budget, il y a pas mal de choses qui sont un bonus pour l'environnement. C'est pas forcément ce qu'on essayait de faire à l'origine. On essaie juste de dépenser un petit peu moins, mais en fait, il y a un bonus environnemental qui est pas négligeable. Donc, oui, pour moi, la première chose, c'est déjà consommer moins. Et l'idée, en fait, c'est d'acheter que ce dont on a besoin. Et ça implique de savoir, hein, ce dont on a besoin et Oui, d'arriver à distinguer ce dont on a besoin de ce dont on a envie. Et parfois, c'est un petit peu compliqué parce que il y a plein de choses en fait qu'on achète. C'est un peu des achats d'impulsion et puis en fait, on les justifie a posteriori en se disant ah ouais, mais j'en avais besoin. Et donc en fait, savoir ce dont on a besoin, ça peut paraître simple, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut vraiment, je pense, arriver à se poser, être assez honnête avec soi-même pour, euh, pour arriver à se dire, voilà, ça c'est ça c'est ce dont j'ai besoin, mais le reste c'est juste des envies, quoi. J'ai regardé en fait des statistiques. J'ai trouvé que les Français sont les numéro un mondiaux en achat d'impulsion. Alors, c'est la définition dans ce cas-là, c'est qu'il y a 64% des Français qui ont acheté de manière impulsive au cours des derniers mois, et ça monte à 78% chez les 18-34 ans. Donc, on a un problème parce que les jeunes générations sont encore plus impulsives. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est devant les Britanniques et les Américains, alors que les US, c'est un petit peu la culture de consommation, en tout cas oui. que nous, on considérait comme la culture de consommation. Mm. Et alors, j'ai pas trouvé de stats pour la France, mais j'ai trouvé que les Britanniques dépensent à peu près 200 livres par mois en achat d'impulsion. Et donc, si tu rapportes ça à une vie entière, c'est à peu près 150 000 livres qui partent comme ça, qu'on dépense sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi et est-ce que j'en avais vraiment besoin, est-ce que c'est quelque chose qui m'aide dans ce que j'essaie de faire dans ma vie, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage quand même. Oui. Et et il y a, je suis les minimalistes en fait Ah sur, oui, d'accord. sur les réseaux sociaux. C'est un duo américain qui aide les gens à vivre une vie avec plus de sens, mais moins de choses matérielles. Mm. Et eux, en fait, ils proposent une règle qui s'appelle la règle des 30-30. Avant d'acheter quelque chose qui coûte plus que 30 $, ils attendent 30 heures. Et en fait, ça fait que ça te donne juste le temps de réfléchir pour éviter ces achats d'impulsion, pour éviter particulièrement les achats en ligne, quoi. Parce que Et 30 heures, parce c'est que, long, hein? ouais, mais le problème, c'est qu'on a aussi, avec notre téléphone, on a constamment un supermarché dans la poche, quoi. Enfin, c'est même plus qu'un supermarché. Donc, c'est compliqué d'arriver à résister à la tentation alors qu'on est constamment bombardé d'offres promotionnelles et de produits, de nouveautés, d'innovations. Et donc, en fait, ça permet de mettre juste assez de temps ça permet juste de donner assez de temps pour réfléchir à l'achat avant de le faire. Et finalement, en achetant moins et en planifiant ses achats, on gaspille moins, ce qui est un bénéfice environnemental énorme parce que, je ne sais pas, ça va être les légumes qu'on a en trop et qu'on n'a pas cuisiné avant qu'ils soient complètement pourris. Ça peut être les jouets en plastique que nos enfants reçoivent à leur anniversaire. Ils vont l'utiliser une fois ou alors le jouet sera cassé et puis voilà, il tombe dans l'oubli. C'est la robe qu'on achète pour une occasion, un mariage, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, on n'a pas l'occasion de la reporter. C'est vraiment dommage tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce gaspillage? Alors,
moi, je parle pas mal avec mes clients de gaspillage alimentaire et je crois que tu en parles aussi. Enfin, Oui. je t'ai entendu en parler, mais préparer ces menus, c'est la meilleure solution pour éviter le gaspillage alimentaire. Faire maison, je trouve ça aussi pas mal Ouais, parce que finalement, on fait plus simple, on utilise des ingrédients simples de saison et il y a plein de choses qu'on peut faire de façon assez facile finalement. Euh, et en fait, quand on fait maison, c'est aussi moins d'emballage et tout ça. Donc, c'est plus c'est un sain aussi. vrai, Mm. ouais, ouais, c'est un vrai bénéfice. Et, euh, et ouais, j'ai regardé les chiffres du gaspillage alimentaire en France. Alors, je crois que tu avais des chiffres un tout petit peu différents, mais j'ai trouvé Je m'en souviens. un chiffre qui a été publié récemment qui disait on gaspille quand même 8,7 millions de tonnes de nourriture en France par an et un peu moins de la moitié provient des ménages. Donc, bon, il y a le reste qui provient d'autres étapes de la chaîne, mais ça fait à peu près 60 kilos par foyer et par an. Ça, c'est vraiment, je prends l'argent dans mon portefeuille et je le mets à la poubelle, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment dommage. Ouais. Euh, donc, bon, voilà, moi, quand j'en parle à mes clients, c'est surtout sous l'aspect, bah, c'est dommage de gaspiller votre argent, mais effectivement, c'est vraiment un gaspillage environnemental énorme, quoi. Mm. Donc, si on arrive à faire d'une pierre deux coups, je trouve ça pas mal. Ouais. Euh, et puis le bonus, c'est que quand on achète moins, qu'on gaspille moins, on produit aussi moins de déchets. Et, et je vois à la maison, depuis qu'on a vraiment fait un effort environnemental, en fait, maintenant on est descendu à une poubelle tous les 18 mois qu'on sort. Ah ouais, c'est... Euh, Wow. et c'est pour une famille de quatre. Mm. Bon, après, c'est après recyclage, donc on a une poubelle spéciale pour le recyclage. On met beaucoup de choses au compost. C'est pas du gaspillage, mais c'est les épluchures, ce genre Oui. de choses. Et heureusement, on a plus d'enfants qui portent de couches, donc c'est déjà beaucoup plus Ouais, facile de ça, réduire c'est les beaucoup de déchets. déchets. Parce que, ouais, pour les couches réutilisables, mais ouais, et en fait, quand on consomme moins, on arrive assez rapidement à réduire ses déchets aussi. Mm. Ouais, c'est sûr, ça va te Et en faire. fait, consommer moins, je pense que c'est surtout aussi consommer mieux. Et, et moi, je suis assez fan de acheter de meilleure qualité, acheter durable. Ça peut être un peu plus cher au départ, mais finalement, c'est plus économique sur le long terme. C'est par exemple acheter un beau sac en toile cirée ou en cuir plutôt que un sac pourri en matière synthétique qui va durer 3 mois, qui va être super joli sur les photos, mais finalement pas franchement durable. Et une autre chose, je sais que tu en parles aussi pas mal, c'est d'acheter en seconde main. Mm. Et, euh, et moi, je trouve ça vraiment super pour réduire l'impact sur l'environnement et l'impact sur le portefeuille finalement. Par exemple, il y a une journaliste économique ici en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Frances Cook. Elle a fait le pari pendant une année de ne pas acheter de vêtements nouveaux du tout. Et en Ah oui. fait, elle a uniquement acheté en seconde main dans des magasins de seconde main ou alors sur Internet. Et en fait, sa conclusion après cette année-là, c'était que finalement, elle avait eu tout autant de choix que si elle avait acheté dans les réseaux classiques de distribution, qu'elle a trouvé de très bonnes affaires, des produits très peu utilisés, de bonne qualité, et que finalement, comme elle achetait à une fraction du prix, elle avait moins peur d'oser acheter des choses un petit peu nouvelles et de changer son style et elle avait un style plus varié et plus affirmé. Donc, sa conclusion, c'était vraiment acheter de seconde main, il y a pas photo. Et un autre exemple complètement différent, c'est Ramit Sethi, qui est un blogueur américain qui se focalise vraiment sur ce qu'il appelle le concept de vie riche. Lui, son idée d'acheter de meilleure qualité et durable, c'est d'acheter des chaussures. Par exemple, enfin, il achète ses chaussures
chez une marque qui offre des réparations à vie. Alors, il a donné le nom de la marque, ça s'appelle Brunello Cucinelli, je crois. Et j'ai regardé sur le site français de la marque, une paire de sneakers, ça coûte quand même 900 euros. Donc, c'est Ah oui, vraiment c'est pas cher. donné. Mais si on se dit, bah, en fait, ouais, mais si on se dit, bah, c'est la paire que je vais porter toute ma vie, qui va être Ouais. réparable infiniment, Mm, en fait, bah, pour une paire à vie, c'est pas si cher que ça. Donc ça peut valoir le coup d'explorer ce genre d'options. mm. Et bon, plus dans ton domaine, mais je suis aussi fan de cosmétiques solides. Depuis 4 ans, moi, j'utilise shampoing, après-shampoing, savon, tout ça en solide. Et j'adore, je trouve que c'est moins de packaging, moins de gaspillage dans la chaîne de production et de transport parce que bah, t'as pas des camions qui transportent de l'eau finalement. Mm. Un bloc de shampoing, un petit bloc, ça me coûte 20 $. C'est le même prix que 2 bouteilles de shampoing, mais ça me dure beaucoup plus longtemps. Et aussi, je sais que je mets pas des produits chimiques dans mes cheveux et ils sont en meilleure santé qu'ils ne l'ont été avant. Donc, moi, je trouve que la cosmétique solide, en fait, c'est vraiment revenir à un concept qu'on a perdu il y a quelques décennies et c'est vraiment, euh, c'est vraiment super, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça, consommer mieux. La première partie se termine ici et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. À très vite. Ciao ciao.